Caillou. Ah, ce sont des travailleurs là. C'est quoi ce travail? Et pouvez me dire à quoi ça va servir? Pardon? Ce que vous faites là, ça va servir pour faire le mur? Ah, d'accord. C'est de la glaise. Le mur de la Ok, donc en fait vous faites... ah oui, d'accord, on On voit. casse la grosse pierre pour après Et après vous faites de la la glaise. mélanger dans la D'accord, poubelle, ok. avec de la paille qui est là-bas, là, dans à gauche. Hein. Ouais, Et puis on fait le mélange avec de l'eau et puis après on colle. d'accord. Eh mais c'est génial ce que vous faites. Ouais, c'est pas mal. Ah, vous travaillez à l'ancienne du coup? Ouais. Ah oui, non. oui. Casser caillou. Casser caillou. Pour pas être feignant parce que je... Ah non, faut pas être feignant, non. Non, ouais. C'est tout gratuit, mais il y a de l'huile de coude là-dedans. Je vois ça, je vois ça. Caillou, oh bien. Non, mais maintenant, t'as plus la quantité, il reste plus que la qualité. C'est vrai. On vous dira ça. En tout cas, elle est plus déterre. La qualité avec un Elle est plus déterre. Ouais, bah c'est bien. C'est bon. Ouais, c'est un impôt. C'est organisé par ATAC. Ouais, pardon. Donc c'est Association pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne. Et dans notre action citoyenne, on a organisé cette conférence pour vous parler de gratuité avec quelqu'un qui la connaît très bien parce qu'il l'a mis en place sur Metz. Donc il la connaît d'un point de vue pratique et il la connaît d'un point de vue aussi philosophique, le concept de gratuité parce qu'il est prof de philo. Donc il va vous faire un ensemble de tout ça. Donc je vous présente mon camarade Yann Porte de Metz qui va vous parler de son association, de son engagement et surtout comment mettre en place la gratuité. Je te laisse la parole. Eh ben, merci Nathalie. C'est bon? En fait, c'est gratuit, mais il faut payer si on veut. Ouais, d'accord, ça marche. Les dons sont acceptés. Ouais, ouais, Donc l'entrée est libre et gratuite, mais ceux qui veulent donner volontairement, ils peuvent. voilà. Pour le déplacement, en fait, il vient de Metz. Voilà, pour les frais du conférencier. Et après, on pourra essayer de théoriser ce qu'on vient de dire, mais c'est compliqué là. Ouais. Non, mais c'est à Yann de gérer. Ouais, après. c'est moi qui vais devoir justifier cette décision. C'est pas facile là. Non. Donc, moi je suis, en fait, comme l'a dit Nathalie, elle m'a bien présenté. À la base, je suis enseignant. Donc, d'une part, j'enseigne les lettres histoire en lycée professionnel. Et d'autre part, j'ai un parcours un peu atypique, j'enseigne aussi la philo, parfois dans le supérieur et dans les IRTS, les instituts régionaux de formation des travailleurs sociaux. Donc j'ai un parcours un peu diversifié. Donc, mais là, je ne suis pas en tant que représentant de l'éducation nationale ici, je suis en tant que représentant fondateur, membre fondateur et membre actif d'une association qui s'appelle Motrice. On a baptisé Motrice. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un acronyme, ça veut dire mouvement pour une transition intelligente de la société. Un mouvement pour une transition intelligente de la société. Et ce qui nous a paru intelligent quand on a fondé cette association, c'était de mettre la gratuité au centre. Parce qu'après une longue réflexion, on a pris plus d'1 an pour réfléchir. À la base, on ne savait pas qu'on allait fonder ça. On était une bande d'amis qui jardinaient ensemble, donc c'est le jardinage qui a permis qu'on soit ensemble. On faisait partie d'un mouvement citoyen qui s'appelle les Incroyables Comestibles, qui a un concept aussi fondé sur la gratuité et le partage, qui était importé d'Angleterre, d'une ville qui s'appelle Todmorden.
si certains parmi vous ont vu le film Demain, il y a tout un chapitre sur les incroyables comestibles et comment c'est né, hein, de l'effondrement industriel dans ces villes-là, qui est aussi la corollaire ici aussi, hein, il y a cette désindustrialisation, il y a cette vague d'exclusion, de chômage, de misère, et ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour se réapproprier notre pouvoir citoyen, notre pouvoir d'être humain. Et ben, on retourne à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Et c'est s'autonomiser alimentairement. Donc c'est relocaliser, c'est replanter, c'est retourner aux fondamentaux, cultiver la terre. Mais la nouveauté dans ce concept-là, du mouvement des incroyables comestibles, c'est on ne cultive pas simplement pour nous, on cultive sur l'espace public. Donc on réclame au pouvoir public qui nous donne de la terre, dans des petits endroits qui sont disponibles. Et on cultive sur l'espace public et après on distribue et on partage avec tout le monde gratuitement. C'est quand même l'innovation fondamentale du mouvement incroyable comestible. Donc moi j'en fais partie depuis mai 2015 et je continue de faire ça à Metz, donc puisque je viens de Metz. Mais on s'est dit, un mouvement citoyen c'est bien, mais ça n'offre pas les mêmes perspectives et les mêmes possibilités que... Je vous en prie, entrez. Vous voulez entrer? Entrez, mettez-vous à l'ombre parce que là, il y a quand même votre santé qui est en jeu. Hein. Et la qualité d'écoute. Donc je disais, le mouvement citoyen incroyable comestible s'est fondé donc sur la gratuité et le partage. Et c'est l'innovation principale de ce mouvement. Et moi, j'ai trouvé, quand j'étais confronté à ça et à la petite bande de copains que j'ai trouvé là, et ben, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui nous redonnait de l'énergie, qui nous redonnait de la vitalité par rapport à ce qu'on fait habituellement. Mais on trouvait que ce n'était pas suffisant, parce qu'un mouvement citoyen, c'est bien, les gens viennent, il y a une grande liberté, ça va, ça vient. Mais on était un petit noyau de personnes un peu plus décidées. Et puis ça a pu se faire parce qu'il y avait de l'amitié qui circulait entre nous, on était OK au niveau des valeurs, on était bien ensemble. Donc quand on est bien ensemble et qu'on s'apporte des choses mutuellement, qu'il y a un équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, on a envie de se revoir. Et de fil en aiguille, pendant 1 an de jardinage, on s'est dit mais il nous faut quelque chose de plus, il nous faut une structure associative, est-ce qu'on est OK pour faire ça? Et on était 7. Donc en Moselle, on a des statuts particuliers liés à l'histoire. On a longtemps été allemand pendant 48 ans, de 71 à 18. Et puis ensuite, de 40 à 44, on a été annexé par Hitler. Et par Guillaume II avant. Et on a un reliquat de ça, c'est que nous, la loi associative, c'est la loi 1908 et c'est pas la loi 1901 comme dans le reste de la France. Ça, c'est une particularité du droit local en Moselle et en Alsace, et c'est plus compliqué de fonder une association dans ces conditions, parce qu'il faut être 7. Et on était 7. Et là, sauf qu'on a innové nous à notre tour. À la préfecture, on a demandé que ce soit une structure sans président, mais avec un collectif donc en verticalité. Horizontalité. Collégial. Verticalité. La verticalité, elle est. La verticalité, elle est dans. Assis-toi. Dans le système politique actuel, et nous, on voulait en horizontalité. Ouais. Et donc, on voulait quelque chose de collégial, quoi, où chaque voix compte, mais en même temps, ceux qui s'investissent, ils décident avec les gens qui sont présents, quoi. Donc, on était 7. On avait les 7 personnes. On a fondé ça, c'était en 2016, donc 1 an après s'être rencontrés aux incroyables comestibles. Et puis on a tout de suite développé le projet d'un magasin gratuit, donc la Trucothèque. Ça, c'était notre gros travail, notre grosse œuvre. Et on a beaucoup médiatisé, parce qu'en fait on a beaucoup communiqué grâce aux réseaux sociaux, mais pas seulement, on a noué des liens avec tout le tissu médiatique local, parce que les journaux, les radios locales, la télé. Et assez vite, notre projet, on a été pris au sérieux. On a été vraiment pris au sérieux. Et donc, quand on est pris au sérieux, après, il y a les acteurs politiques qui s'intéressent à vous, quoi. C'est là que les ennuis commencent. Mais on est assez malin, on avait du recul là-dessus. Donc, on a essayé de déjouer
les tentatives de récupération tout simplement, mais tout en étant ouvert. Et puis, mais après, on a même eu des stratégies. Disons que moi, nous, on veut bien que les hommes politiques, les responsables y viennent. Ils veulent faire leurs photos, d'accord. On dit, oui, d'accord, si vous voulez nous reprendre le projet, être initiateur aussi, vous pouvez être initiateur. Et à un moment, on le dit dans les médias. Et à un moment, ils sont obligés de nous subventionner, quoi. Après, ils ne peuvent plus nous lâcher. Et comme ça, c'est le paradoxe de notre manière de faire, c'est qu'on a réussi à faire 2 emplois salariés sur la gratuité. Donc nous, nos trucothèques, ce qu'on appelle les trucothèques, des magasins gratuits, plutôt que d'aller à la déchetterie, les gens viennent nous amener leurs objets et après on ouvre au public 2 jours par semaine, le mercredi et le samedi de 14 à 18h et les gens qui veulent prendre viennent prendre. Ceux qui viennent prendre, ceux qui veulent donner, viennent donner. Tout simple. Et on s'aperçoit d'un truc, on a toujours des préjugés, des inquiétudes quand on fait ça. On se dit, les gens sont très avides, on est dans des sociétés de consommation. Tous ceux qui veulent prendre seront très nombreux et ça ne sera jamais en adéquation avec ceux qui veulent donner. Or, c'est exactement le contraire qui s'est passé. On a toujours plus de gens qui donnent que de gens qui prennent. Alors, bien sûr, il y a toujours des abus, des gens qui prennent un peu beaucoup, tout ça. Il suffit de réguler. On régule, on dit non, là, on vous limite à 20 objets. C'est déjà pas mal, 20 objets. C'est beaucoup, 20. Et finalement, ça se passe très bien. Ça fait 2 ans, jour pour jour. Aujourd'hui, on est le samedi 11 juillet 2020. On a ouvert notre première trucothèque dans le quartier qui s'appelle Belle-Croix de Metz, qui est un quartier très populaire. On l'a ouvert le 11 juillet 2018. Donc aujourd'hui, on fête les 2 ans d'existence. Et de plein succès, on a donné 20 000 objets. 20 000 objets ont été donnés. Alors les objets, principalement, c'est quoi? Concrètement, c'est quoi? C'est des habits. L'objet le plus représenté, c'est l'habit, c'est les habits, même on peut dire les habits féminins. Vraiment, c'est le gros de l'arrivage. On a fait une zone de gratuité il y a 15 jours. En une journée, on a réussi à en donner 900. Enfin, les gens sont venus en prendre 900 vêtements. Pendant le confinement, ça a été un gros... Les gens n'arrêtaient pas de venir donner et on ne pouvait pas recevoir les gens pour prendre. Donc, on a eu des ballots jusqu'au plafond. On a rempli nos 50 mètres carrés, on les a remplis de ballots de vêtements, donc c'est un afflux constant en fait. Donc c'est un plein succès. Et donc tout ça on le médiatise, c'est systématiquement sur Facebook, tout ça. Et évidemment, qui nous demande en ami, tous les politiciens qui se présentent, évidemment, on les a tous, on a tout le spectre, ils sont très intéressés. Donc quelle que soit la personne qui sortait à Metz, donc c'est la droite, c'est basculé à droite à 183 voix près, c'était le concurrent écologique Xavier Bouvet, écologiste. Là c'est la droite la plus classique, c'est un LR à 183 voix. Bon, c'est pas nos préférés, mais il nous soutiendra quand même, parce qu'on est devenu, de fil en aiguille, on est devenu incontournable, quoi. Voilà, ça c'est la situation sur Metz. Après, on n'est pas que dans les trucothèques, on fait d'autres actions. On a des ateliers d'intelligence collective, un peu comme aujourd'hui, on organise des causeries comme ça, pour voir comment on peut... Alors, on part du principe qu'un homme ou une femme seul, il peut rien. Donc c'est le collectif qui doit apporter l'idée. Moi aujourd'hui je suis un porte-parole, mais j'ai presque envie de dire bien malgré moi, si on avait pu être plusieurs, j'aurais été plus content de répartir la tâche. Mais en fait je suis que un porte-parole d'un collectif qui est beaucoup... Sans les autres on ne peut pas faire grand chose, quoi. On est vraiment interdépendants. Moi si j'avais pas eu d'autres... je vais vous débarrasser. D'autres amis qui avaient d'autres compétences, par exemple chez une collègue qui est enseignante aussi, qui est Leïla, qui est enseignante en gestion comptabilité, elle s'est bien ficelée des dossiers de subvention, quoi. Elle est géniale, moi je déteste ça. Ça m'agace, je le fais quand même, et c'est grâce à elle, c'est vraiment grâce à elle qu'on a pu faire les 2 emplois, quoi. Il y en a d'autres qui sont manuels, ils arrivent à faire, il y a une prof d'art plat, qui fait des dessins, qui a décoré la trucothèque, qui l'a rendue attrayante dans le quartier. On a réussi à avoir les locaux. C'était pas une mince affaire non plus d'avoir les locaux, parce que la gratuité, évidemment, elle a un coût. Elle a un coût, il y a un coût. Il y a un coût qui est finalement moindre que quand c'est marchandisé. Toutes les études, elles se mettent d'accord pour dire que c'est 6 fois moins cher de rendre un service gratuit comme les bus, par exemple,
que de le continuer à le rendre payant, à le faire payant, parce qu'il y a tout plein de faux frais qui disparaissent. Déjà tout ce qui est de l'ordre du flicage, de la surveillance, il faut payer les vigiles, tout le service de sécurité. Quand c'est gratuit, vous en avez beaucoup moins besoin, quoi. Tout le service de billetterie, de vente, tout le marketing qu'il y a autour pour vendre, ça disparaît. Par la force des choses, c'est gratuit. Donc tout ça, tous ces coûts-là disparaissent. Alors on me dit c'est des emplois, d'accord, oui d'accord, c'est des emplois qui disparaissent, l'emploi de vigile, mais est-ce que c'est vraiment un emploi épanouissant pour l'être humain qui va... Est-ce que c'est pas plutôt un emploi d'aliénation quelque part, de fliquer les autres? Ces emplois d'aliénation-là, il fera... Celui qui gagne sa vie comme ça, il aura la chance de pouvoir faire autre chose. Et de faire quelque chose qui est peut-être plus porteur pour la société, je sais pas. Moi je suis dans l'ordre de la proposition, je ne fais pas des grandes affirmations bien dogmatiques. Je sais pas, il y a encore quelques années, il y a 5 ans, j'aurais jamais pensé être là, faire ça, vous parler de ça. J'étais complètement dans un autre univers. Et même un autre univers mental, je veux dire. Et là, j'ai expérimenté, j'ai été ouvert, j'ai investi de mon temps, de mon énergie. Et après, c'est comme l'agriculture, quoi. Vous plantez une graine et vous ne savez pas si ça va pousser ou pas, on n'en sait rien. Je ne savais pas que ça allait être un succès pareil, quoi. Et là, on a un projet d'en rouvrir une 3e dans un autre quartier populaire de Metz qui s'appelle Borny. Ouais. Okay. Et là, on a déjà des locaux qui sont des locaux de plus en plus grands, quoi. Donc, parce qu'il y a tout ce phénomène dans les villes, particulièrement à Metz, où tout est déconcentré vers les périphéries. On fait des grandes périphéries type avec des grandes zones de loisirs, des grandes zones artisanales, commerciales, de plus en plus délirantes, avec des projets de plus en plus pharaoniques. Et les centres-villes, ils se vident complètement. Ils sont complètement vidés de leur substance, ce qui fait qu'il y a des commerces, des logements vides de plus en plus, quoi. Et donc il y a quelque part pour l'image commerçante, vivante du centre-ville, c'est désastreux. Il y a un magasin sur 2 qui est vide, donc il faut bien les reloger avec quelque chose. Les tarifs sont plus attractifs et nous on s'engouffre dans la brèche, on dit on fait une hypothèque et puis les pouvoirs publics suivent et puis ils nous financent, on fait des financements, des partenariats publics-privés, on n'est pas dogmatique, quoi. On n'est pas dogmatique, le capitalisme existant nous finance en fait, pourquoi parce qu'il cherche des solutions, il se doute bien que ça ne va pas durer, quoi, son business, et donc il cherche des voies de secours. Alors c'est à double tranchant ce que je dis, vous comprenez bien que c'est complètement à double tranchant, mais nous on propose, à partir du moment où vous proposez quelque chose de gratuit, il ne peut plus faire grand chose, quoi. On ne peut pas marchandiser la gratuité, c'est comment faire ils sont vraiment face à un os, quoi. Il n'y a plus de profit possible d'ordre financier en tout cas. Ouais, on peut déjà passer à une série de questions si vous avez déjà assez parlé, j'ai la gorge complètement sèche. Je me demandais si vous aviez une expérience sur la réparation de l'électroménager. Alors ça, c'est pas les trucotech, mais il y a une branche de motrice qui s'appelle Vie de Déco, qui fait ce qu'on appelle du upcycling en bon français, de la restauration, redonner une deuxième vie à des objets utilitaires, mais plutôt dans une optique esthétique de décoration. Or, on a une autre association à Metz qui nous est complètement complémentaire parce qu'on vit dans une sorte de biotope où on n'est pas les seuls à proposer des choses complètement alternatives. On a les fameux Repair Café ou Répar Café. Et nous, on travaille très étroitement avec eux. Et eux, ils proposent des sortes de zones de gratuité où on répare des objets électroménagers comme les aspirateurs, les ordinateurs, le grille-pain. Et c'est plusieurs associations qui s'appellent M-Design qui proposent ça sur Metz. Et ils sont nombreux, je les connais très bien. Alors, Metz, c'est une grosse ville, c'est combien d'habitants? L'agglomération, c'est à peu près équivalent à Besançon. En tout, la grosse agglomération, c'est 125, 130 000 en tout, la grosse agglomération. Combien? C'est 300 Non, quand même pas. Ça dépend. La Metz Métropole, c'est environ... Alors, Metz Métropole, c'est... 120 000. C'est 120 000. L'agglomération, 200 000 avec l'agglomération, à peu près 200 000 alors à toute la métropole. Voilà. 200 000. Ouais, c'est à peu près là. On peut dire que c'est dans la même proportion que Besançon à peu près. Vous avez réussi à trouver beaucoup de militants comme ça qui peuvent réparer, qui ont les compétences. Alors est-ce qu'on est des militants d'ailleurs? Oui, quelque part. Moi peut-être, ouais. Mais les gens qui viennent pour réparer. Ouais, quelque part, ils sont pas comme les autres.
Ils ont envie de donner. Ils ont envie de donner. Ils ont envie de recevoir autre chose que de l'argent. Ils sont combien? On a combien? Je dirais une douzaine. Une douzaine. C'est déjà une belle petite équipe. Ouais. Et après, c'est très mouvant. Le problème de la gratuité, c'est que c'est très mouvant. C'est la liberté aussi. Il y a la liberté. Et alors il y a des gens, ils aménagent leur liberté avec une sorte de rigueur comme ça. Ils sont bien structurés. Donc eux, on va les revoir. Et puis il y en a qui sont dans des libertés un peu de papillonnage, on va dire, donc on les voit un jour, on les reverra plus. Tout ça, il faut lâcher, il ne faut pas vouloir contrôler ça, c'est un biotope, quoi. C'est la nature humaine, mais c'est la nature quand même. Donc, on a toujours affaire à négocier avec la liberté de chacun. Alors, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas poser une structure, mais il faut qu'elle soit souple et que du point de vue des valeurs, il y a un consensus qui se dégage. Sinon on se heurte, on est un peu conflictuel, mais c'est la vie. C'est la vie. Mais pour l'instant, nous, on s'en sort bien, quoi. On a un bon petit noyau de gens qui sont à un bon petit niveau d'amitié. C'est ça, en fait, qui fait la différence. C'est le précieux facteur humain. Et d'autres questions? Justement, c'est pas un peu dangereux de se rapprocher des pouvoirs publics si vous voulez garder une certaine... Si, mais on aime vivre dangereusement, nous. On est... parce que... Ouais. Le souci, c'est la récupération. Ouais. Ils nous imposent pas grand chose justement. C'est pour l'instant, on est assez rusé, on sait manœuvrer notre barque d'une manière assez astucieuse et on se laisse pas récupérer facilement. De toute façon, votre l'expansion de la gratuité, je pense qu'elle pourrait, malgré justement, ils s'en mêlent, mais sans eux, vous pourriez continuer de. Ah ouais, non, mais nous, en fait, on fait avec ou sans eux, on s'en fout. Les gens sont bons en fait. Les gens sont bons si on leur offre la possibilité de l'être et le cadre accueillant pour l'être. Et en général, ils sont pas mal. Sauf quelques pervers graves, mais ça va. Le loup est un homme pour l'homme. Ah, ça c'est Hobbes, ça. Ah, c'était pas la bonne citation de Hobbes. Le loup est un homme pour l'homme. Ah, d'accord. Oui, mais d'accord. Alors, que dire d'autre? Une question. Vos rapports avec le commerce justement qui a du mal peut-être à persister en centre-ville notamment. Ouais. Comment ça se passe? C'est intéressant ça. La plupart des commerçants ils nous soutiennent. Pourquoi? Parce qu'ils nous connaissent, on fait partie de la famille maintenant. Je sais pas, c'est bizarre les relations humaines. Si vous êtes bien souriant, si vous êtes bien dans vos baskets, que vous allez vers l'autre, ils vous voient même plus comme un concurrent ou comme une menace, sauf les cas graves. Mais ils vous voient comme un voisin, quelqu'un avec qui on peut faire des choses. Il y a beaucoup de commerçants, ils viennent nous apporter leur surplus. Vous voyez où on en est? Voilà. Et après, quand vous avez un acte comme ça, vous faites quoi? Vous vantez ses mérites quelque part. Et vous lui... Ouais, on peut même lui faire de la pub quelque part. Et donc... voilà. Voilà. On est désarmé par la générosité des gens. On est désarmé. On n'était pas tellement armés à la base, mais je veux dire, c'est comme ça, quoi. C'est un cercle vertueux. On induit un cercle vertueux. Comme on se fourvoie dans un cercle vicieux où on va aller dans le conflit, dans le dénigrement de l'autre, dans la médisance, hein, ça crée un cercle. Mais là, nous, on a créé le cercle inverse et c'est lié à des caractères aussi. Il faut avoir des caractères, il faut déjà avoir réglé un certain nombre de problèmes en soi et puis après, ça marche, ça glisse et puis on intègre les obstacles aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuves, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de grosses difficultés. Il y a des difficultés tout le temps, de toute façon, mais on est assez fort pour transformer les difficultés, les épreuves en opportunités de faire autre chose. C'est ça, c'est un principe de transformation. D'où le titre. Comme la gratuité comme outil de transformation de la société, mais c'est aussi un outil de transformation de nous-mêmes. Parce que moi, j'ai l'impression que j'étais beaucoup moins bon il y a 4 ans qu'avant que je fasse ça. J'ai l'impression de me perfectionner et c'est pour ça que j'ai envie d'y retourner, que je suis motivé, que je suis heureux de faire ça. Voilà, c'est ça, ça me motive. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue en Savoie. En fait, c'est un petit village pralonien, la Vanoise.
qu'ils avaient mis en place ce qu'ils appelaient la cabane à partage. C'est les gens qui apportaient des affaires qu'ils n'utilisaient plus, sauf qu'ils n'avaient pas le droit à la nourriture et aux habits parce que c'était pour une question d'organisation. Et en fait, les gens venaient apporter, reprenaient s'il y avait des choses qui les intéressaient. Et moi, je sais que ça m'a permis d'offrir des skis à ma nièce parce que j'avais pas les moyens d'acheter du neuf. Et c'est vrai que j'ai trouvé dommage. Pendant le confinement, il y a eu des dégradations et Madame le maire a décidé de fermer le lieu parce que ça faisait la 3e fois qu'il y avait des personnes qui allaient uriner dedans, dégrader le mobilier qui était mis en place justement pour que ça soit plus chaleureux. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment dommage, que c'était des petites actions qui permettaient à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir avoir des choses pour certaines neuves. Et c'est vrai que... Alors le problème c'est qu'il y avait un encadrement ou c'était en accès libre? C'était en accès libre. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait une présence humaine. En fait, c'est ça. J'ai remarqué, nous aussi on a tenté plein d'expériences, on expérimente, hein. On ne sait pas vers où vraiment on va, on n'a pas d'idée. Nous on expérimente et on regarde ce qui marche et ce qui ne marche pas. Quand on met en accès libre total, l'être humain n'est pas encore totalement habitué à ça. Il va être tenté d'abuser, de tout prendre, de vandaliser. On a eu des petites expériences comme ça, nous aussi. Hein. On a eu des dégradations, c'est la vie, quoi. Hein. Mais alors, ce qui change tout, c'est la présence humaine. Il faut qu'il y ait une présence humaine cadrante. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui assure la permanence. Il faut qu'il y ait une présence humaine. Sinon, et quand il y a une présence humaine, il n'y a pas de dégradation. Il n'y a pas de dégradation. Oui, il y a des gens qui prennent beaucoup. Alors nous, plutôt que de leur interdire d'être toujours dans le flicage, tout ça, on leur dit on entame un dialogue. Pourquoi vous prenez autant? Et puis la personne, si elle nous dit c'est pour vendre, alors on lui explique l'éthique. Mais moi, je me suis même surpris à dire ouais, vous n'avez pas d'autres sources de revenus? Non, allez-y, partez. Mais écoutez, c'est pas la philosophie de notre truc, quoi. Donc, n'en prenez pas 50, prenez-en 40. Et puis voilà. Vous venez avec une camionnette, venez avec une brouette plutôt. Voilà, mais on a ouais, voilà. Limiter l'avidité, bon. Voilà. Venez avec une brouette, c'est bien déjà une brouette. Mais en même temps, si on limite trop, on se retrouve avec des stocks jusqu'au plafond. Il ne faut pas qu'on limite trop non plus. Et souvent aussi, il y a les gens, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Il y a beaucoup les mêmes qui reviennent. Ils ont un petit business, ils vendent sur Internet, tout ça. C'est inévitable, c'est des débordements inévitables. On est dans une société capitaliste. C'est l'argent qui est dans les têtes à fond. Et ils en ont besoin peut-être, mais on essaie de limiter. Ne prends que 40 objets, tu feras un peu moins de business, mais nous, on n'est pas là pour te contrôler. On n'est pas flic, quoi. Voilà. Nous, c'est ça notre valeur. On n'est pas flic. On n'est pas flic, on est motrice. Yann, Bruno. Ouais. Question? Autre question? Non, mais elle, parce que tu la vois pas. Oh, mais c'est pas grave, je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes. Qui était en premier? J'entends qu'elle a Allez-y. Oui, moi, plusieurs choses. Bon, moi, je trouve intéressant toutes ces initiatives qui permettent de... Je trouve intéressant les expériences qui remettent en question le système tel qu'il est. Après, moi, je m'interroge toujours sur le fait que ces expériences sont marginales et donc ne gênent pas le système. Mais si elles se généralisent, elles gêneront le système et là, je pense qu'il y aura une contre-attaque. Enfin, on a pensé là-dessus. Après, je pense que ces démarches, elles parlent du bien commun. Oui, bien sûr. Si tu n'as pas employé le terme, mais je trouve que c'est intéressant parce que voilà, moi je pense qu'il y a des choses qui font partie du bien commun, le transport, les besoins de première nécessité, la santé, etc. Tout à fait, ouais. Mais je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur le système. Aujourd'hui, il a réussi à accaparer des choses qui faisaient partie du bien commun. Donc, mais c'est son but, ouais. Voilà, donc il ne laissera pas faire si ça devient général. Donc forcément, il y a un affrontement à un moment donné, à mon avis, avec... Je sais pas, après, il n'y a pas seulement un système, il y a des systèmes qui eux-mêmes sont en concurrence les uns avec les autres. Il n'y a pas une multinationale. Il y a des... Je parle du capitalisme. Ouais, bien sûr.
La gratuité, c'est une arme intéressante. De ce point de vue-là, elle nous fait renouer avec le bien commun, effectivement. Les biens communs même. Par exemple, le capitalisme, c'est une machine à raréfier. Il fabrique de la rareté et il nous dit que cette rareté, c'est de l'abondance. Par exemple, on avait accès à l'eau potable il y a 100 ans, il n'y avait pas d'accès au robinet, bien sûr, mais on allait à la source, c'était gratuit. Le fait qu'il y ait de la pollution, il y ait de plus en plus de pollution, on emploie des traitements de l'eau, on raréfie ce qui était en abondance. On raréfie l'abondance. Et si on continue comme ça sera le prochain marché, ça sera l'oxygène de l'air. C'est déjà au Japon, quoi. Hein, on vend de Total Recall. Voilà, ouais, voilà. C'est une machine à raréfier l'abondance. Et à vous dire que cette raréfaction, c'est lui qui a le monopole sur l'abondance de ce qu'il a raréfié. Donc c'est basé toujours sur un mensonge, un accaparement qui profite à une toute petite minorité de plus en plus petite d'ailleurs, et qui finalement emprisonne le bien commun, l'accapare, pour en faire quoi? Pour en faire un instrument de domination de la majorité. En gros, c'est ça, hein, le capitalisme. Hein, accumulation de capital, accumulation d'argent. En plus, mais c'est un envoûtement aussi. Parce que dans les têtes de ceux qui se mettent à manquer de ce qu'ils avaient avant en abondance, eh ben, ils envient le modèle, c'est celui qui a tout, quoi. Donc c'est un modèle d'égoïsme, d'égocentrisme de plus en plus fort. La gratuité, c'est un cheval de Troie qui met plus ou moins en échec ça, à petite échelle ou à grande. Comment est-ce qu'il pourrait lutter contre la gratuité qui se propage en la rendant illégale? Ouais, c'est possible. Je vois pas que c'est possible. Ah d'accord, désolé. C'est bon Patrick. C'est bon. Il n'y a pas de problème. D'accord, vas-y. Alors, je termine. Voilà, je terminais en gros le. Voilà, vas-y Séverine. Ouais, non mais je vais aller un petit peu dans le même sens que Rachel. Et j'avais une question, c'est est-ce que vous faites du plaidoyer auprès justement des pouvoirs publics pour institutionnaliser la gratuité? Parce que moi je pars du principe que c'est très bien en fait qu'il y ait ce genre d'initiative qui se développe. C'est une très bonne idée, mais à un moment donné, ça doit devenir un choix de société, la gratuité. Parce que la gratuité, c'est mettre à l'abri justement des biens communs du marché. Et pour ça, il faut que ce soit un choix de société. Et donc, je trouve ça très bien que des initiatives comme ça se multiplient, mais je pense qu'à un moment donné, ça doit devenir un choix de société, un choix collectif. Par exemple, quand on prend la gratuité de l'eau, quand on dit qu'il faut que la gratuité de l'accès au compteur, au premier mètre cube d'eau, ça forcément, c'est un choix de société. Et moi, je crois à la gratuité institutionnalisée. Ah ouais, moi aussi. Et du coup, la question c'est, est-ce que au-delà... Parce que moi, je veux pas une société à l'américaine où on fait de la charité. Ah oui, et voilà, c'est pas notre modèle. C'est pas notre modèle. Et moi, je crois beaucoup au choix collectif. Donc, du coup, ma question, c'est à côté de la création de ce genre de structure, est-ce que vous faites du plaidoyer? Oui, moi personnellement, oui. Et c'est le cas de plusieurs autres membres de l'association et de ces mouvements citoyens. C'est aussi des militants quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Là-dessus, on est militants. On défend une gratuité qui serait... On défend l'institutionnalisation de la gratuité. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Okay. Et notre but, mon but personnel, là je parle plutôt de manière personnelle, mon but c'est en promouvant la gratuité avec Motrice, c'est de pousser les institutions vers ce cercle vertueux. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté chez moi. C'est vraiment le but. Nous, on est une petite vitrine artisanale de ce qu'on voudrait voir généralisé dans la société, c'est évident. Mais il y a déjà ce mouvement, il est déjà à l'œuvre. Moi, j'ai connu à Metz les médiathèques payantes, elles sont plus payantes, elles sont gratuites maintenant. Il y a quand même des choses qui bougent. Ça. Les institutions sont demandeuses qu'on leur offre ce genre de choses quand même. Il y a, notamment au niveau culturel, il y a des institutions qui sont plus demandeuses que d'autres, c'est au niveau de la culture. Et il y a du gros lobbying, parce que moi j'assume le mot, je fais du lobbying, hein, je fais de la pression citoyenne, dans les médias, partout où je peux, ici, avec vous, en échange avec vous, pour promouvoir la gratuité des transports.
Ça, c'est le cheval de bataille en ce moment. Alors, C'est ce qu'il faut. Je rajoute juste un élément, puis après je me tais pour aller dans votre sens. Je pense qu'il est important quand on fait du plaidoyer pour la gratuité d'expliquer qu'il s'agit de créer des droits. Ouais. Quand on parle de la gratuité des transports en commun par exemple et qu'on étend cette gratuité à tous, ça veut dire qu'on crée un droit qui est le droit à la mobilité. Ouais. Et c'est totalement différent par rapport au fait de créer de la gratuité par exemple pour les moins de 26 ans uniquement. Ça c'est pas créer un droit en fait. Et il y a une très grande différence avec ça et je pense que c'est très important de parler de gratuité et de création de droits. Ça va vraiment avec. Oui, bien sûr. Merci. Merci, je suis vraiment d'accord. C'est super important ça. Créer de nouveaux droits. Parce qu'il y a de nouveaux enjeux. Oui. Alors, c'est qui le premier? Je sais pas, je vois pas qui a été... Il y a un droit d'ancienneté dans le... Oui, je voulais savoir qu'est-ce que c'est pour vous la différence entre la gratuité et le prix libre, s'il y en a une. Alors la différence entre la gratuité et le prix libre, la gratuité elle a un coût, elle a toujours un coût. Quand on se donne, on investit quelque chose, même si c'est pas financier, on investit son intelligence, une énergie de vie, son enthousiasme, son temps, on investit quelque chose. Et si ça fait écho chez quelqu'un, que la personne a l'impression d'avoir reçu et qu'elle a envie de redonner pour établir un équilibre entre donner et recevoir, alors là, le prix libre, elle peut donner quelque chose qui se symbolise par de l'argent ou autre chose, peu importe. Et c'est ça, c'est la liberté. C'est ça qui est important. Le prix libre, c'est ça. C'est que j'estime que j'ai reçu quelque chose et je veux le manifester que j'ai reçu quelque chose. Ouais, c'est ça. Et puis si je sens que j'ai pas envie de le manifester, je suis libre de ne pas le manifester, peu importe. La liberté. La liberté. Ouais. Vous avez plusieurs locaux. Oui. Ils sont gratuits? On paye un bail. Ouais, non, il y a un coût à la gratuité, effectivement. Alors comment on les finance? C'est ça la question implicite. Par exemple. Comment on finance? Alors, on finance par un tissage de partenariats public-privé. Donc il y a une association, on a été soutenu par une association qui s'appelle Metz Mécène Solidaire. Metz Mécène Solidaire, c'est un groupe de 40 entreprises locales de Metz qui tous les ans décernent un prix, en fait, une subvention, mais sur projet. Donc on a fait ils font des appels à projets sur des choses qui sont innovantes dans l'économie sociale et solidaire. Nous, on présente le projet chaque année et la récompense, c'est qu'ils nous payent notre bail. C'est 40 entreprises locales. Donc, ce n'est pas des multinationales, hein, c'est des entreprises de transport, de bus. Ça représente combien de capital? À payer tous les ans? À payer tous les ans, nous, c'est pas tellement cher. C'est en tout, on en a pour. C'est à peu près 12. C'est 10 000 euros. 10 000 euros par an pour les locaux? Ouais, okay. Pour tout. Tout compris, les charges, l'électricité, l'eau, tout. On leur rappelle qu'ils font un peu du social washing comme ça c'est toujours délicat de mordre la main qui vous nourrit, mais en fait on a cette tendance quand même chez nous à dire que ouais, du social washing, ouais. C'est le principe de la RSE. Voilà, c'est ça. Ouais. Après, c'est sûr qu'on est dans des sociétés où tout est lié à l'argent. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. La gratuité, c'est pour mettre en recul ça. Mais en recul, ça ne veut pas dire qu'on y échappe totalement. On n'y échappera pas totalement. On ne vit pas dans l'utopie encore. Je le déplore parce que moi, j'essaye de la faire avancer. Ce sera juste un peu plus long. Ouais, voilà. C'est une question de temps, et même pas. Je ne crois pas que tout est gratuit tout le temps. Je ne crois pas. Je crois qu'on paye les choses d'une manière ou d'une autre. Ça se passe par son effort. Mais quand c'est libre, quand on est libre de consentir à l'effort et à l'endroit où on veut le faire, on dégage une énergie de vie qui n'est pas la même que quand on est contraint de tous les côtés et qu'on agit sous la pression économique ou autre. C'est pas la même chose de consentir à l'effort et d'être dans la contrainte. Vous êtes combien dans votre groupe? Thierry a une question encore tout à l'heure. Qui gère le... Oui, vas-y. Nathalie qui gère... oui, j'ai une question en fait, puis un début de réponse mais qui vient pas de moi, c'est Paul Ariès qui... Oui. Enfin, j'essaie de comprendre ce qu'il raconte. Ouais. Il a beaucoup réfléchi à la question. Et
Donc en fait la question c'est jusqu'où développer la gratuité. Est-ce que ça devient un système qui va aller jusqu'au... en fait il y aura 100% de choses gratuites, que certains proposent, par exemple les communistes libertaires proposent ça, ou est-ce que tout ne peut pas être gratuit? Pour ce qui est de la gratuité aujourd'hui, il y a déjà un peu de gratuité dans la santé, un peu dans l'éducation. Par exemple, Polariès propose il y en a déjà un peu dans l'eau dans certaines communes. Et puis, ça dépend des communes, des endroits, des fois c'est dans les transports un peu, dans certains bus, mais c'est pas beaucoup. Et puis par exemple, Polariès propose faire de la gratuité plus dans les cantines. Dans les logements, il y a déjà une subvention, c'est déjà une forme de gratuité, enfin un petit. Je crois que la subvention, il propose aussi dans les services funéraires, je crois que ça existe dans la loi, enfin bon voilà. Alors ça peut se développer, comme tu disais tout à l'heure, dans les transports, etc. Ça peut s'étendre. La première question c'est jusqu'où le faire? Est-ce qu'il faut tout faire? Donc moi j'ai pas vraiment de réponse. Ce que propose Ariès par rapport à ça, c'est qu'on fait de diviser en 3. Il doit y avoir des secteurs où ça doit être tout gratuit, donc plus de gratuité, donc plus de secteurs et plus d'étendue. Par exemple, je sais pas, dans la santé, tout n'est pas gratuit dans la santé. Ça pourrait devenir plus, même si c'est quand même un des secteurs en France où il y a plus. Dans l'éducation par exemple, il y a des écoles gratuites, des écoles payantes. Après, il propose un autre secteur qui est renchérissement, donc il y a des secteurs qui sont anti-écolo, par exemple, ou antisocial, où ça doit être pas gratuit, ça doit être de plus en plus cher. Par exemple, je sais pas, après c'est à décider ce qu'on veut faire, mais ça peut être, il peut y avoir du pétrole, on peut avoir son quota de pétrole gratuit, puis après, comme c'est quand même gênant au niveau de l'écologie, l'autre partie, au-delà du quota, on paye plus cher. Le troisième secteur, il dit l'interdiction, il y a des secteurs qui doivent être carrément interdits. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut être très nuisible, je sais pas, la prostitution, on peut interdire la prostitution plutôt que de faire du business. Sauf si on décide autrement. Voilà. Donc ça, ça c'est un peu les positions d'Ariès, mais c'est les siennes. Et toi en tout cas, qu'est-ce que tu penses sur jusqu'où il faut aller dans la gratuité? Dans quel secteur? Est-ce qu'on va jusqu'au bout ou est-ce qu'on s'arrête à un moment donné? Je sais pas quoi demain sera fait, je sais pas. Moi je pense à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, je pense que tout ne peut pas être gratuit, c'est pas possible. On est dans un système où c'est bien déjà de libérer des zones ou de faire avancer la cause. L'horizon des transports, il y a 10 ans, c'était inconcevable. Ce qui était complètement inconcevable il y a 10 ans devient envisageable aujourd'hui et deviendra peut-être la norme dans 5 ou 10 ans. Parce qu'il y a de plus en plus de villes partout en Europe et dans le monde qui promeuvent la gratuité des transports. Dunkerque, c'est le cas d'école. Le Luxembourg, bon là on connaît les raisons, elles sont plutôt pas forcément toujours bonnes, mais c'est comme ça, Le monde il est jamais conforme à ce qu'on en attend complètement, c'est pour ça que c'est le réel. Et moi, est-ce que je peux faire des prophéties? Non, je ne suis pas prophète. Des désirs. Des désirs, Ouais, je peux. Jusqu'à où va ton utopie en fait? Voilà, moi je pense que l'utopie c'est pas ce qui est pas réalisable, c'est ce qui n'a pas été encore réalisé. C'est vraiment très différent quoi. L'utopie, oui, moi je peux bien être un utopiste, mais avec des bons fondements dans le réel quoi. Un utopiste terre à terre. Parce que c'est comme ça qu'on avance. Et je sais pas, mais en fait c'est pas mon désir, il m'intéresse moi, il m'intéresse à titre privé, à titre personnel mon désir, mais c'est le désir collectif de tout le monde qui fera avancer les choses. C'est le niveau de conscience moyen de l'humanité qui fait avancer l'humanité. Et c'est tous ensemble. Alors, tu as une question oui. Là, une autre. Demande de parole numéro 1, Emeline. Emeline, vas-y Emeline. Il y a un truc que je ne comprends pas dans la réflexion précédente, donc Ariès, pourquoi on parle de gratuité quand les services sont financés par les impôts? C'est une redistribution d'argent, c'est un choix collectif, mais c'est pas gratuit. C'est ce que je disais tout à l'heure, la gratuité de l'usager, elle a un coût social. Elle a un coût social qui... C'est de l'argent que je paye à l'État pour qui les impôts. Les impôts, c'est de l'argent les impôts. La gratuité, c'est se débarrasser du prix, pas du coût. Ça veut dire que c'est pas sur un marché et donc c'est pas sujet aux questions de profit, de ce genre de choses. Et effectivement, c'est se servir du pot commun pour faire des choix collectifs. Et quand on parlait de la question de jusqu'où on s'arrête, c'est la question du bien commun. Et le choix démocratique, c'est à un moment donné quels sont les biens communs
que l'on estime avoir. Et il y a la question des droits derrière, comme je disais Pour la tout à l'heure. gratuité. Et les droits augmentent en fait au fur et à mesure où on évolue. La gratuité. Bien sûr, non mais c'est super important de clarifier ça, hein, parce que c'est vrai que si on ne comprend pas ça, on a l'impression d'être bousé, hein, d'être un peu dans des trucs bizarroïdes, complètement confus. Et bien sûr qu'il y a toujours quelqu'un qui paye. Même quand c'est gratuit, il y a toujours quelqu'un qui paye. Donc il y a avec gratuité, solidarité et redistribution. Ouais, Il y a quand même un déplacement d'argent. Il y a un déplacement d'argent, il y a un déplacement d'énergie et de vie. Il y a un déplacement, il y a quelqu'un qui donne son énergie, là, son travail. Là, c'est éminemment politique comme choix. Bah forcément. L'altruisme, c'est aussi politique. Ouais, alors qu'est-ce que l'altruisme? C'est pas que des bons sentiments, c'est aussi des choix politiques. Quand on donne, on reçoit quelque chose, toujours quand on donne aussi. On reçoit quelque chose. Mais c'est pas forcément de l'argent, c'est qu'il faut que ce soit un choix personnel. C'est pour ça que sinon on est dans la rancœur, le ressentiment. Si c'est pas un choix personnel, si c'est quelque chose qui est subi par une pression psychologique, légale, extérieure, on n'est pas dans le don, on est dans la contrainte. C'est comme le travail gratuit, ça peut être de l'esclavage ou de l'altruisme. Si vous êtes contraint de donner un travail gratuit parce que vous êtes en situation de sujétion d'un maître qui vous contraint par la force physique à travailler pour lui gratuitement, vous êtes un esclave. Vous êtes un esclave. Un esclave salarié ou pas. Si vous donnez de votre plein gré, c'est la question de l'intention qui est déterminante. Quelle est l'intention? Quel est le choix? Quelle est la marge de manœuvre de l'individu? Quel est son degré d'autonomie, de liberté? C'est des questions fondamentales de l'humanité, ça. Un petit rapport. Alors, tu as trois le monsieur avec la casquette, ton prénom? Adrien. En fait, je voulais juste demander dans le site de l'action, est-ce que tu penses que dans la société actuelle, ce que donne l'individu et ce qu'il reçoit est équitable? Dans le sens l'effort qu'il donne. Dans le système capitaliste 9 heures par semaine, ce qu'il reçoit en échange, sa portion de vie, je ne sais pas s'il y en a qui 35 la durée légale. Ça dépend de tout. Évidemment, ça dépend quel statut on a. Si on est ouvrier ou salarié de base, évidemment, comment il peut y avoir des milliardaires d'un côté qui sont de plus en plus milliardaires, comment il y a des Donald Trump d'un côté et comment il y a des gens qui sont à 1 euro, qui sont à des emplois, qui travaillent 8 heures par jour ou 10 heures même dans certains pays à 1 euro ou moins d'1 euro par jour. La réponse elle est simple, hein, c'est de l'esclavage déguisé. C'est un esclavage salarié. Si l'individu investissait ces 8 heures pour travailler peut-être un peu plus personnellement, comme toi tu le fais, donc quelque chose de donner aux autres, ou de quelque chose, il serait beaucoup plus entre guillemets rentable pour lui, quoi. Et il serait bien plus heureux, non? Ah ça fait pas l'ombre d'un doute. La vraie question sous-jacente à ce que je fais, c'est celle-là, c'est ce que tu dis là. C'est comment on peut libérer à un meilleur niveau les individus, comment on peut réaliser les idéaux de 89, de 1789, la liberté, qui est rien sans l'égalité, qui est rien sans la fraternité. Mais les gens, apparemment, dans ces systèmes de division des uns avec les autres, personne ne peut s'aimer au bon niveau et travailler ensemble. C'est des systèmes d'exploitation des uns par les autres. L'homme devient un loup pour l'homme dans un système pareil. Mais c'est pas qu'une histoire de système, c'est après on attrape la mentalité que dans le système dans lequel on est né, on a évolué. C'est ça qui est redoutable. Comment rompre avec ça? Il faut augmenter notre niveau d'être, notre niveau de conscience. On ne peut pas résoudre un problème qui a été créé à un certain niveau de conscience, on ne peut pas le régler au même niveau de conscience. On doit faire un saut. On doit faire un saut en avant. En hauteur même. On doit gagner en hauteur, parce que sinon, si on reste au même niveau, on se jouera toujours le même théâtre d'ombre, de mêmes problématiques débiles, et on reste coincé, et on est dans la récurrence, la répétition jusqu'à... La solution est simple. On n'est pas assez simple, on est trop compliqué pour trouver les choses. C'est presque le problème. Question. Je demande de parole à droite là. Oui. Ouais, deux, il y en avait. C'est un rapport avec Emmaüs. Oui. Ouais, qu'est-ce que vous avez? Parce que moi, eux aussi, ils reçoivent gratuit et puis ils vendent 2 € et tout. Puis, ouais. Puis voilà, puis l'argent à l'étranger, on pose. Truc. Puis des fois, il y en a qui sont payés, puis il y en a, ils ont bossé rien. Ils sont pas payés, quoi. Ouais. Voilà. Puis en plus, quand ils n'étaient pas payés, ils arrivent encore à donner, qui travaillent pas bien, quoi. Des réflexions. Voilà.
Ouais, bah oui, c'est ça. Autrement, autre que je l'ai, moi, je travaille un petit peu comme les évoques, c'est pas grave. L'histoire de la pathologie, c'est d'acheter, quand c'est pas cher, des bouquins, comme ça, je dis, tiens, je vais acheter. Et après, je vais arrêter, parce que je me dis, c'est bien, je les lis pas, les bouquins. Voilà, c'est comme les bouquins, les habits. C'est j'ai le même problème. La consommation, tu veux pas. Le même problème. Non mais tout, c'est le problème de qu'est-ce qu'on fait de l'abondance. Est-ce qu'on la conserve, on la conserve en une abondance de richesse, donc on la met dans le flux de la vie, on le partage, notre abondance, ou est-ce qu'on la conserve et on la thésaurise et on en fait un capital mort qui est une force de mort. C'est ça, il y a deux choix. Mais ça, c'est à l'intérieur de chacun, au fond. Quelque part, c'est une question qui est à l'articulation du collectif et de l'individuel. Et puis il y a encore un autre truc, c'est l'histoire des déchets, parce que ça coûte la déchetterie. Oui. La déchetterie, Emmaüs. Et il y en a, ils disent, il y a des beaux trucs, mais il y a des gros trucs, voilà. Et autrement, je sais qu'il y avait les habits, c'était surtout très, et ben c'est le luxe là-bas. Ceux qui sont là en cours, ils sont débordés, quoi. Débordés. Même chose. Et avec les habits, des chics. Et puis il y a quand même, ils sont associés avec des entreprises et les entreprises, ils viennent acheter tous les habits pour faire des isolants avec le jean. Tout à fait. Il y a tout un business pour la Ferrari. Voilà. Je connais cette problématique par cœur. Encore une autre question. J'ai deux questions très différentes. Est-ce que vous demandez à la mairie de vous louer gratuitement? Alors, on a déjà répondu tout à l'heure, c'est un tissage de partenariat. C'est un tissage de partenariat entre le public et le privé. On a certaines subventions de la métropole, mais c'est des petites subventions. Et donc, il faut accumuler plusieurs subventions pour pouvoir payer le loyer. Et donc, on a des mécènes. La mairie pourrait décider comme elle pourrait, oui. Avec le conditionnel aussi. Elle pourrait. De vous... On va lui écrire. On lui a déjà beaucoup écrit. Mais nous, on fait avec les appels à projets existants. C'est-à-dire ils offrent des subventions pour les projets maintenant. Et nous, on remplit les appels à projets. Et puis, quand on est sélectionné, on a l'argent. On peut payer nos salariés avec. Ou bien faire vivre un projet bien particulier qui cadre avec ce qui était demandé dans l'appel à projet. En ce moment, on a une salariée. C'est un contrat de 3 ans, ça s'appelle Adulte Relais, on est financé par la préfecture. On a réussi à créer un emploi financé sur 3 ans par la préfecture. Il existe toutes sortes de dispositifs. Une question complètement de côté. Tu es prof de philo, est-ce que ça a changé tes cours de philo? On n'entend pas ce que tu dis, de philo. Alors, moi, en ce moment, c'est comme quand tu chantes. En ce moment, moi j'en fais, c'est difficile de pas être imprégné par ce qu'on fait. Quand on a de la motivation, tout l'individu, tout l'être est imprégné par ce qu'on fait. Donc oui, quand même, mes cours, j'essaye d'en faire profiter, mais après, on a les enthousiasmes qu'on peut susciter chez les autres aussi, et c'est pas toujours le cas. C'est toute la pédagogie, c'est de se faire comprendre au niveau où sont les gens. Et il y en a, j'ai des élèves, ce sont de féroces capitalistes déjà. Ce sont des consommateurs invétérés, et puis leurs parents pareil, c'est comme ça, il faut faire avec tout le monde. Alors, quand est-ce que tu te fais virer? Je suis en exil intérieur. Je me suis déjà viré, mais je continue de toucher mon salaire. Parce que la gratuité, elle a ses limites quand même. Moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez. Pour certaines prestations sociales, il faut faire du bénévolat, mais sachant que c'est contre rémunération, donc ça ne devrait pas appeler ça du bénévolat. Ça c'est un truc d'Alsacien ça. C'est en Alsace que c'est un député LR d'Alsace qui a... Par exemple, le RSA, il fallait faire des heures de bénévolat, mais sachant que c'est pas du bénévolat si en contrepartie, même si ça vient d'ailleurs, il y a une rémunération. Alors ça ils veulent toujours redéfinir le contrat social parce qu'ils veulent tout faire basculer dans des idéologies de droite en fait. On stigmatise les gens qui sont les bénéficiaires de minima sociaux, le RSA, et on leur dit il faut quand même, la société elle paye pour vous, bande de feignants en gros. En gros c'est ça. Donc vous allez faire du bénévolat. Qu'est-ce que ça veut dire bénévolat? Moi je suis prof de lettres aussi, j'aime bien les mots, l'histoire des mots. Ça veut dire bonne volonté. Bonne volonté,
Alors, on vous oblige à faire preuve de bonne volonté. Ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est un bon pédagogue, lui. Hein. Il a tout compris. Hein. Vous êtes des esclaves libres. Vous êtes libres, mais esclaves. Donc, il y a quand même une contradiction dans les termes. Moi, je pense que si on accorde quelque chose à quelqu'un, le don, il doit être complet. Il ne peut pas y avoir d'attente. Si vous êtes bénévole, c'est de votre plein gré. Et pas à l'insu de votre plein gré, hein, comme Virin. Et donc, c'est une contradiction totale dans les termes. C'est la folie, en fait. Il est fou, ce mec-là. Mais il a été retoqué par le Conseil constitutionnel, donc ça a été annulé. Voilà. Yann, tu vas avoir encore une autre question. Encore une autre question. Il y en avait avant, je sais pas. Ah bah allons-y. Non, c'est bon. Bon, moi je voulais savoir quelles étaient les relations de votre association avec Emmaüs, le Secours catholique, des associations de ce type-là. Ouais. Et qu'est-ce qui, selon toi, dans ce que vous faites, différencie complètement ou pas votre activité de ce style d'association? Ouais, ça c'est une super question, ça. Ça, je suis content de pouvoir y répondre. Ouais. Voilà, on va leur bouffer leur part de marché à ces enfoirés. Non, donc je réponds sérieusement, si je peux. Et non, moi en fait j'ai d'assez bons rapports avec Emmaüs et avec le Secours catholique. On fait des partenariats même ensemble. La différence c'est que eux, ils n'ont pas renoncé à une forme de minimum d'argent. Il y a une petite somme. Et ils le justifient relativement bien. Ils disent qu'il faut que ça coûte quelque chose à quelqu'un. Mais nous notre but idéologique, parce qu'on assume notre idéologie, c'est de rompre avec le système capitaliste du point de vue de l'usager. Donc l'usager, il est en état de gratuit, il n'y a plus de spéculation, il n'y a plus de possibilité de faire fonctionner la monnaie. C'est ça notre... Si les gens ils viennent se servir pour vendre sur internet... Mais c'est gratuit. Mais c'est gratuit. À notre niveau. L'alimentation est gratuite, mais enfin, en quoi ça rompt avec le système économique? Pour nous. Nous on ne fait pas de profit. C'est pour nous. On est des égoïstes, c'est pour nous. On est égoïstement anti-capitaliste. C'est que j'ai pas à justifier que je rentre de l'argent. J'ai plus à faire de tableau Excel à dire que je fais un commerce. Je fais pas un commerce, je fais voilà. Et ça libère de l'énergie en fait. Les tableaux Excel, tu les fais quand tu remplis les dossiers pour la préfecture. Ouais, mais je le sous-traite à une esclave. Qui touche les réseaux. Il y a un emploi relais. Il y a une salariée qui est une copine qui est prof et qui est prof de gestion économique. Non, je le fais pas moi, mais elle le fait avec le sourire. Donc, c'est chiant. C'est très chiant. Il y avait une question. Une demande de parole à gauche. Ouais. Tu vas devenir trop drôle. Oui. Précision quant à la gratuité des transports publics dans l'agglomération dunkerquoise. Oui. Elle a été mise en place le 1er septembre 2018. Un an après, il y a eu 174% d'augmentation au niveau des usagers. Oui. Et le slogan maintenant de l'agglomération, c'est « La gratuité, ça paye ». Non mais on n'a pas de doute. Ouais. Non mais au Luxembourg, c'est pas simplement sur la ville de Luxembourg, c'est dans tout le pays. Le pays du Luxembourg, tous les transports gratuits. Ouais, j'y vais souvent pour ça. C'est vrai, tout à fait. Une question là. On est d'accord. Oui. Une remarque, moi je voulais fort. tout à l'heure, on a parlé de plaidoyer. Et c'est vrai que là on parle aussi de plaidoyer au niveau local, mais je vois même au niveau international, sur la question de l'eau, il y a beaucoup d'ONG qui militent pour faire reconnaître le droit à l'eau comme un droit fondamental de l'homme. Et voilà, ça passe pas parce que les États n'ont pas envie de devoir mettre en place des politiques derrière qui, dans les pays où il n'y a pas d'infrastructure, devoir mettre des infrastructures, etc. Donc après, oui, voilà, est-ce que c'est peut-être au niveau local la généralisation de ce genre d'initiative peut-être peut moi, faire évoluer les choses? Je suis persuadé que c'est au niveau local que ça se passe. Les autres niveaux, ils sont trop envahis de technocratie pour
pouvoir faire quelque chose de sain et d'humain. Ça se passe forcément au niveau le plus local possible. Et pourquoi? Parce qu'il y a du rapport humain en direct. Et c'est ça, c'est une énergie qu'on ne soupçonne pas de la force de ça. C'est que quand vous faites une visioconférence, c'est pas pareil que quand on est là maintenant. On est en direct, on est vrai, on est en contact direct. Une visioconférence, c'est comme manger des légumes frais du jardin non OGM, et puis manger une boîte de conserve. Vous n'avez pas les mêmes vitamines. Il y a l'énergie de la présence. Faut revenir au niveau local. C'est ça le but de la décroissance. Il n'y en a pas d'autre. C'est l'être humain l'enjeu. C'est pas les produits du monde qui sont que des prétextes à nous encombrer et à nous esclavagiser sous prétexte de facilité. C'est vrai, ils nous facilitent la vie, mais le prix, le coût réel à payer en inconvénients, en conséquences inaperçues, il est terrible. Donc s'il faut retourner au local, il n'y a pas d'autre solution. Oui. Alors, j'avais une question avant, Rachel. Oui, bon, démocratie, qui est la réponse. Qu'est-ce qui doit être gratuit, qu'est-ce qui ne doit pas être gratuit, etc. C'est pas Paul Ariès, ni non, même. ça c'est le moyen. Voilà, donc je pense que ces décisions-là doivent être prises collectivement à différents échelons, local, jusqu'au mondial, d'une manière démocratique. Après, sur l'histoire de la gratuité, bien sûr, la gratuité a un coût, simplement la production des biens. On n'a quasiment pas évoqué le fait qu'il y a du travail là derrière. Construire des bus, produire des bus, des trains, les vêtements, enfin bon, tout ça. Donc, après, donc justement, c'est encore très politique à mon avis, c'est comment on répartit le travail, comment on rémunère le travail, etc. Et comment on répartit les richesses issues de ce travail. Et l'intérêt de la gratuité, c'est qu'on évacue la plus-value, tout cet argent parasite qui sert à la spéculation, etc. Économique en place, ça ira, mais après je pense qu'il faut un niveau supplémentaire qui est l'appropriation collective, et puis louer, etc. Comme ici, on est dans un endroit qui vient d'être approprié par des militants. Et voilà. Et après, il y a... à compléter après, si tu veux. Et après, sur l'histoire de la gratuité, tu parlais aussi des mésusages, des objets inutiles, nocifs, etc. Après, je crois que dans l'équation de la production qu'on doit mettre en place dans la société utopique qu'on va construire, parce que, comme tu dis, l'utopie a vocation à être réalité un jour, c'est la notion de ressources, la notion, dans l'écosocialisme, des choses comme ça, où on met dans l'équation de la satisfaction des biens humains la nécessaire préservation des ressources, de biodiversité, etc., des écosystèmes. Voilà les réflexions. D'accord. Ouais, globalement je suis d'accord, mais oui. Ouais, non. Mais oui, non, mais c'est pas en fait personne à la clé, personne à la clé, on sait pas de quoi demain sera fait, c'est ça qui est ce qu'on en fera, ce qu'on décidera d'en faire, donc de pas en faire aussi, de pas faire pour les ressources, certaines ressources, c'est mieux, ça serait mieux de décider de pas en faire. Voilà. J'ai vu Thierry et Bruno, il y a eu... Ah oui, pardon, oui. Thierry, ton prénom s'il te plaît. Aline. Thierry, Aline et Bruno. Sur la question de la gratuité et du système en fait, est-ce que ça change le système en fait, et je me dis qu'en fait la gratuité, ça peut, enfin j'ai pas beaucoup réfléchi à la question, donc c'est que des idées comme ça en fonction de ce que tu as raconté, et c'est que la gratuité, ça peut, en fait, et ça existe dans un système capitaliste, aujourd'hui c'est votre expérience. Puis par exemple, l'éducation gratuite ou la santé gratuite, c'est dans un système capitaliste actuel. Ça peut exister dans un système éco-socialiste ou dans un système communiste, éco-communiste. Ça peut exister dans tous les systèmes. Mais après la question... Ça existe de fait. Voilà. Mais après la question du coup, c'est comment on fait. Ça règle pas tout le problème du capitalisme, comme d'ailleurs les problèmes du communisme et du socialisme. Et parce que un des problèmes que tu as évoqué tout à l'heure, un des problèmes de fond que ça ne résout pas,
c'est comment on crée la richesse. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, d'ailleurs tu l'as dit, c'est la gratuité, ça libère du prix, mais ça ne libère pas du coût. Il y a toujours un coût, il y a un coût qui est derrière, parce qu'il faut produire de la richesse. Donc ça peut être, du coup il y a plusieurs types de valeurs, c'est le truc classique. Il y a la valeur du travail, pour créer la gratuité. La valeur d'usage, quelque chose qui est rare ou pas, ça sera peut-être gratuit, mais enfin si on veut tous la même chose, on ne pourra pas l'avoir. Et puis ensuite, il y a la valeur marchande. Dans tous les systèmes, dans les 3 systèmes dont j'ai parlé, il peut y avoir toujours une valeur marchande. On peut toujours quantifier les choses. On peut quantifier, je ne sais pas si on prend si c'est rare, par exemple, je ne sais pas qu'est-ce qui peut être rare, qui peut intéresser des militants, l'eau dans un désert, par exemple. S'il y en a peu, c'est une valeur d'usage importante. Produire de l'eau c'est difficile, mais enfin disons qu'il faut la puiser, s'il faut la puiser, il y a un travail. Et du coup, là, ma question c'est par rapport à ça, c'est la gratuité, c'est pas clair parce que je comprends pas trop le problème en fait. Si c'est quantifié, quand c'est gratuit, il y a plus d'une certaine façon on quantifie plus. Là toi tu as dit 20 objets, donc il y a de la quantification. Mais tu peux remplacer, pour l'instant on quantifie avec la monnaie. J'ai un salaire donc j'ai de la monnaie. Mais on pourrait dire ok maintenant il n'y a plus de monnaie, mais on va garder la quantification. Comme si tu fais des quotas, c'est une forme de monnaie en fait. Si chacun a le droit de tant de quotas, par exemple, je sais pas, 10 litres d'eau, c'est-à-dire c'est ce qui se passe dans certaines communes, 30 litres d'eau gratuits, les premiers mètres cubes d'eau gratuits, donc c'est une forme de monnaie en fait. C'est de la monnaie en eau, ou de la monnaie en eau, ou en chaleur, ou de la monnaie en biens. C'est un quota, c'est une autre forme de monnaie. Donc, c'est un quota. Voilà. Et du coup, ma question, c'est une sorte de réflexion, c'est la différence entre gratuité et quantification. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est... je ne sais pas si c'est très clair. Non, ça va, les deux vont ensemble, il faut mener la réflexion sur les deux parce qu'on est des êtres finis et qui ont des désirs infinis. Et au fond, pourquoi on a des désirs infinis? C'est ça, en fait, la question qui est derrière. Pourquoi on a des désirs infinis? Parce qu'on vit dans un imaginaire de manque. Quand on vous rationne tout le temps, on vit dans un imaginaire de manque. Donc la personne qui vit beaucoup dans un imaginaire de manque, il se vit toujours en manque. Donc comme il est toujours en manque, il est avide. Et il est avide. Il est avide, il n'en a jamais assez. Il est dans un désir, il est dans la satisfaction. Donc le problème de l'avoir, c'est jamais totalement le problème de l'avoir, c'est le problème de l'être en fait, pour l'être humain. Parce que les animaux, ils n'ont pas vraiment ce problème-là. Quand ils ont mangé, le lion qui a mangé l'antilope, une fois qu'il a mangé l'antilope, il ne chasse plus les autres antilopes. Et les autres antilopes le savent, et donc elles ne fuient pas. Elles ne fuient pas dans la jungle, on observe ce comportement bien. Elles savent que le lion est en train de digérer, donc il passe à côté. Ils le sentent. C'est instinctif. Nous, on n'en a jamais assez, certains êtres humains n'en ont jamais assez parce qu'ils vivent dans un imaginaire de cupidité, de rapacité. Et la gratuité, telle que je la conçois moi, c'est un outil il faut en faire un outil de développement de l'être qui vit le plus possible en plénitude et il n'a plus envie de compenser ses manques à être, ses manques d'être, ses trous dans son être par des biens frelatés. En fait, c'est une manière fausse de combler ce qu'on n'a pas dans son être par l'avoir. Je ne sais pas si je suis clair, c'est un peu psychanalytique comme ça. Et le capitalisme, il est fondé là-dessus. Non, parce qu'on est des êtres finis. On est des êtres incarnés, et les ressources elles sont limitées. Et nous aussi, on est limités. On est limité, on a un début, une fin. Mais notre imaginaire, il est parfois illimité. Donc c'est de cette bizarrerie de non-cohérence intérieure qui fait que ça génère tout moins nos problèmes en fait. Sinon, si les gens étaient bien vissés, bien constitués, ils partageraient spontanément et puis ces problèmes de capitalisme ou d'égoïsme n'existeraient pas, ils ne feraient pas de guerre. Ce serait le paradis sur Terre, mais on n'y est pas. Pas encore. Dans la continuité, c'est des réflexions, c'est pas du tout un jugement ou quoi que ce soit, une critique, mais quelque part, l'écueil, en tout cas là où vous en êtes, là, dans ce que tu as expliqué, pour moi, ça chope là, c'est que quelque part, cette boutique-là, ce qui n'en est pas une, mais le truc, les gens viennent consommer, même s'ils ne payent pas, mais
ils engrangent en fait des biens qui ont été fabriqués, qui sont au rebut, qu'on vous donne, etc. Mais quelque part, on est tout le temps un peu dans la même logique. Oui, tout à fait, bien sûr. Je suis le premier à m'en apercevoir. Voilà. Voilà. Parce qu'on est dans une société qui fabrique des gens malades. Oui. Ouais, malades. Peut-être le. Bon, après, voilà, hein, c'est comme tu dis, hein, moi je comprends tout à fait, c'est fait en faisant, etc. Mais le niveau d'après, c'est peut-être. Tout à l'heure, il y a le mot décroissance qui est arrivé. Aller vers se passer de ça, de ces actes d'accaparement des biens, tout ça, et de surconsommation. Ouais. Bon, voilà. Moi je pense qu'il faut soigner les alcooliques en leur donnant toujours plus d'alcool. C'est ça l'idée. Non, un petit peu. Ah non, c'est pas ce que je dis. Non. Ben, si, moi je dis ça, c'est un petit peu ça quand même chez certains. On peut pas les empêcher de boire ou de consommer. C'est très proche de la toxicomanie, hein, la consommation. Très proche de la toxicomanie, la consommation. C'est un ensorcellement comme ça. On est possédé parce qu'on veut posséder, parce qu'on est possédé par le désir de posséder. C'est un truc bizarre. Hein, voilà, on se sent vivant pas longtemps. Le temps du shoot, quoi. Ouais. Alors ça, c'est j'ai une question, si c'est possible. Ouais. Par rapport il y a un mouvement là, qui se développe, qui était aussi présent dans le film dont tu as parlé là. Demain. Le mouvement des monnaies locales. Ah, tout à fait. Des monnaies attachées à un territoire, qui sont intéressantes. Mais alors vous, forcément, Ah oui, nous. Je sais pas. Alors on a une association. Amis dans laquelle je fais partie aussi qui veut développer une monnaie locale sur Metz, mais ils ont du mal à décoller, ils ont beaucoup de mal. On a une monnaie locale un petit peu à côté de Metz, entre Nancy et Pont-à-Mousson, qui s'appelle le Florin. Il fonctionne petitement, mais c'est normal, hein, quand on n'a pas de soutien institutionnel pour faire fonctionner une monnaie, c'est super dur. Là où ça fonctionne bien, c'est en Suisse. Ils s'y connaissent en monnaie, en chocolat, en monnaie sucrée. En Suisse, ils ont créé ça juste avant ils sentaient venir la crise économique de 29. Ils sont dans l'argent, les Suisses s'y connaissent. Et ils ont créé le VIR pour que leurs entreprises ne souffrent pas trop de l'effondrement qu'ils prévoyaient déjà, qu'ils voyaient venir, parce qu'ils étaient aux premières loges. Voilà. Et donc, ils ont créé une monnaie qu'on ne peut que dépenser dans certains cantons de Suisse, dans certaines entreprises, pour que les entreprises ne se cassent pas la figure. Et ça a très bien marché, parce que quand on intensifie sur le territoire la circulation de la monnaie, elle circule à peu près aussi 5 à 6 fois plus. Donc, le problème, c'est celui de la diversité des échelles. Nous, on a une monnaie à tout faire, qui est l'euro. Et on voit de plus en plus grand. On a un grand territoire, l'Union européenne, enfin pas tout à fait, la zone Schengen. Et puis c'est très efficace au niveau macro, au niveau international, tout ça. Mais quand il y a des crises financières mondiales, c'est comme si vous aviez que des sapins partout. Quand on met une allumette, quand il y a la sécheresse, il y a tout qui flambe. Et vous n'avez plus rien. Vous êtes tout écroulé. Tout a flambé. Alors que s'il y a une monnaie locale qui ne s'utilise que sur un petit territoire, elle ne peut pas se casser la gueule. Elle fait de la diversité. Ça sera comme s'il y avait des cactus ou un chêne. Et ça fait de la diversité, ça fait un biotope. Et c'est la diversité qui sauve l'ensemble de l'incendie. Ça résiste mieux. C'est plus résilient en fait. Mais alors vous positionnez comment par rapport à ça? Parce que moi je positionne que c'est pas une monnaie locale, c'est pas l'ennemi de la gratuité, c'est plus on est de fou, plus on rit, et plus on résiste. Il faut diversifier les moyens d'alternatives au système dominant. Et la monnaie locale, ça fait partie. Même si c'est pas de la gratuité, moi je m'en fous, moi, c'est une inventivité du système. Oui, comme dans un jardin, d'un système. Ouais. Bah ouais, si vous faites de la monoculture, la moindre maladie vous ferez crever toute votre production. Si vous faites de la permaculture, vous résisterez mieux. L'économie, c'est pareil. Voilà. Ouais. Et c'est légal, les monnaies locales? Ouais, c'est légal, ouais. Ouais. Il y a le pouvoir de la monnaie, c'est quelque chose d'extrêmement ambigu. C'est pas que la Banque de France qui a le droit de produire monnaie. Tout le monde a le droit de battre monnaie à partir du moment où tout le monde a le pouvoir de battre monnaie en fait, mais il faut trouver
il faut pas falsifier en fait. C'est quoi pas falsifier? C'est que tu n'as pas le droit d'être un faussaire, de fausser la monnaie qui est déjà existante, mais tu as le droit d'en faire une nouvelle. Il y a une monnaie locale à la ville en Franche-Comté. Oui. Le problème c'est comment ça circule. C'est aussi fixer les frontières de où ça peut circuler. Ouais. Ouais, je suis pas. Moi, je connais pas trop votre. Je sais pas. Doubs et Jura. Oui, Doubs et Jura. Ah, pardon. Ça fonctionne pas dans leur zone. D'autres. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Justement, le fameux Bitcoin, là, c'est encore en fait la caisse, super bête, comme Ouais. Le problème des bonnes idées, c'est que oui, le détournement, hein, la récupération. Mais le Bitcoin, c'était donc une monnaie virtuelle. C'est une monnaie virtuelle. C'est souvent victime de son efficacité, ces trucs-là. C'est tellement efficace que c'est fait pour faire toujours plus d'argent. C'est sûr, hein, c'est... Il y a le gouvernement russe qui est... Ouais. Pour tourner les ordinateurs, pour ça. Mais là, c'est pas une monnaie locale, hein. C'est une monnaie, c'est tout le contraire, c'est une monnaie mondiale. Et elle existe, j'en ai vu en... Ils existent comment? En matériel aussi. Ah, ça peut exister en matériel, on peut lui donner une forme matérielle, mais quel est l'intérêt, ça je sais pas. Non, je connais pas assez le sujet pour dire pourquoi il... Non, mais il y en a plusieurs, il y en a combien? Le Bitcoin, il y a plusieurs... plusieurs monnaies virtuelles. D'accord. Il a raison. Ça s'est cassé la gueule. Ouais. Après, le problème, c'est spéculation, bulle. Le but des monnaies locales, c'est justement d'éviter la spéculation de prix. Il n'y a pas de spéculation puisqu'il n'y a pas de spéculation. Il n'y a pas d'intérêt parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de spéculation. Est-ce que c'est prouvé ça? Ben oui. Il suffit de ne pas donner d'intérêt aux gens à qui on prête, et puis il faut faire un règlement qui est respecté. Si on prête à 0%, on prête à 0%, on ne fera pas ni en dessous ni au-dessus, c'est 0. Parce que l'argument est très bon, hein, je suis convaincu, mais est-ce qu'on a déjà eu l'exemple effectivement d'une monnaie locale où il y aurait un pays avec une monnaie locale dans un endroit précis, et pour autant une crise économique au même endroit? Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est même tout le temps. Est-ce que l'Argentine a des monnaies locales? Oui. Ils ont fait faillite. Ouais. Les monnaies locales? Oui. Bah s'il n'y a personne pour l'utiliser, elle fait faillite. Non, parce qu'on peut aussi faire de la fausse monnaie, y compris de la fausse monnaie locale. Ah ouais, tout à fait, il y a eu des problèmes comme ça. Quand il y a des systèmes d'inflation à 3000% par mois. Je pense à l'Argentine justement. Oui, il y a eu des faillites de monnaie locale argentine. Donc c'est pas une solution définitive. Ah non, c'est pas... aucune solution n'est définitive à mon avis, il y a toujours des biais. Hein, il y a toujours des gens qui sont un peu retors, qui vont s'engouffrer dans les brèches, hein, c'est sûr. C'est la vie, quoi. En fait, là quand on parlait de monnaie locale, ça veut dire qu'il y a un prix. C'est un prix de monnaie locale. Et donc la gratuité, si je comprends bien, il n'y a plus de prix. C'est gratuit. Mais donc, dans la production, comment organiser une production? Parce qu'on disait bien que même si on peut donner gratuitement, il faut quand même produire. Comment est-ce qu'on peut organiser une production où il n'y aurait plus de prix? Donc ça voudrait dire, si je comprends bien, qu'il faut remplacer le prix par une monnaie locale, ça ne rien, c'est la question nationale. En tout cas, par une quantification, il faut quantifier les choses. Donc ça veut dire qu'il y a des quotas, c'est une sorte de planification, tout est quantifié. Est-ce qu'il faut tout quantifier? Est-ce qu'il faut y avoir un marché? En fait, comment on fait de la production dans un système de gratuité? Ouais, ça c'est pas évident. Moi, à titre personnel, je ne peux même pas répondre. Je ne peux pas répondre, puisque nous, on vit de la surproduction. On vit de la surproduction capitaliste qui est absolue en ce moment, parce que les gens sont saturés d'objets, quoi. Ils viennent se décharger plutôt que d'aller à la déchetterie, ils préfèrent ne pas gâcher. On a une petite minorité de gens qui préfèrent ne pas gâcher et ils viennent chez nous. Et c'est ça mon expérience. Après, comment on fait, là c'est au niveau macroéconomique, j'en sais rien du tout, moi. J'en sais rien. Est-ce que c'est possible? Même, j'en sais rien. Je sais pas si c'est possible. La gratuité des transports, c'est pas à ce niveau-là pour moi, mais je peux pas répondre, j'en sais rien. Après, on vient à une économie de subsistance, c'est-à-dire où on produit juste exactement comme avant, en fait, avant la Révolution, quoi, en gros. Tu produis tes légumes, ou du moins,
il peut y avoir des productions plus importantes qui sont redistribuées, revendues, etc. Mais enfin, on est sur des échelles beaucoup plus petites et puis sur des besoins réduits par rapport à aujourd'hui. Mais en fait, on n'a pas vraiment de besoin, mais on s'en crée. Même dans il y en a qui parlaient de planification, mais même dans la planification justement, il faut quand même quantifier. Il faut quantifier combien de kilos de riz ou de blé vont aller au boulanger pour pouvoir produire combien de machins, donc on quantifie. Donc on a remplacé la monnaie par, on va dire, une quantification. Hein. Le mètre cube, c'est une quantité, c'est une sorte de monnaie en quelque sorte. Vous avez le droit à tant de kilos. Et donc du coup on remplace en fait le prix qui est par le marché par en fait une quantification qui est planifiée. Mais il y a toujours une quantification dans tous les cas. Ou c'est le marché qui décide par le prix, ou c'est des humains qui décident. Voilà. Non mais ok, mais oui mais d'accord, mais c'est peut-être différent, mais dans tous les cas il y a une quantification. Voilà. Donc on ne peut pas échapper à ça. Ah oui, on est dans l'univers du chiffre, hein, forcément. Ouais, alors. Elle n'est pas très d'accord avec toi. Donc, oui. La gratuité, je pense que c'est très très important politiquement. Il n'y a pas seulement l'éducation et la santé qui doivent être gratuites, mais il faut développer ce que vous faites, puis il faut que les besoins essentiels des gens soient gratuits. C'est ça une société juste. Ouais, les besoins essentiels des gens sont gratuits. Après, il y a un autre problème qu'on n'aborde absolument pas dans cette discussion, c'est qu'est-ce qu'on produit et comment on le produit. Comment ça se fait qu'on a toléré le travail à la chaîne. C'est un truc absolument inhumain. Comment ça se fait qu'on a toléré ça? On dit démocratie, mais il n'y a aucune démocratie dans les entreprises. Il n'y a pas de discussion collective de ce qu'on produit et comment on le produit. Oui, bien sûr, parce que le capitalisme, c'est un totalitarisme. C'est quand même une version assez totalitaire. Comment ça se fait qu'on a toléré l'esclavage pendant 3000 ans? 4000 ans, 5000 ans. Vous avez quelqu'un à Besançon qui s'appelait Proudhon. Il a dit qu'est-ce que la propriété? Et la propriété, c'est le vol. Et vous avez un début de réponse, c'est le vol, mais on vole la terre d'abord et on vole les êtres humains qui sont sur la terre pour les obliger à la travailler à votre place. C'est ça, la féodalité. C'est ça c'est la révolution du paléolithique au néolithique. À partir du moment où on fixe les individus qui étaient nomades et qui deviennent sédentaires, il y a des dynamiques de prise de pouvoir des uns sur les autres et on voit fleurir l'esclavage. C'est comme ça. Je pense que c'est... Pourquoi l'esclave tolère d'être esclave plutôt que de mourir? C'est ça, c'est ça. C'est un débat philosophique. Il devrait... Mais c'est vrai. S'il était complètement attaché à sa liberté, il préférerait la mort et il n'y aurait pas d'esclavage. Toute l'histoire de l'Antiquité est marquée par des révoltes d'esclaves depuis 5000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à Spartacus, 73 avant Jésus-Christ. Donc jamais il y a eu une acceptation de la part des esclaves d'être soumis au statut d'esclave. Qu'ils aient été vaincus, ça c'est autre chose. Mais jamais il y a eu acceptation de la part de ceux qui étaient soumis. C'est parce que t'as dit quoi. Non mais je suis sûr qu'on t'entend bien. Il faut cesser avec les images comme quoi l'humanité aura accepté l'esclavage, aurait accepté une vie d'aliénation, une sous-vie. Jamais. C'est inexact historiquement. Il se fait qu'il y a de l'esclavage. Il y en a encore à l'époque actuelle, il y a des centaines de millions de gens qui sont soumis à l'esclavage. Bien sûr, ça ne veut pas dire que les gens ils acceptent. Pas plus que les salariés ils acceptent le fait d'être dominés par le système capitaliste. Le statut salarié par exemple. Voilà, c'est une forme de domination. Vas-y, réponds. C'est parce que tu parlais d'histoire et donc du coup je pense que comme exemple on peut prendre l'exemple du peuple amérindien qui a été complètement massacré parce que justement je veux dire voilà à quel degré on va accepter. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour ça. Moi je crois qu'il y a des... La majorité d'entre nous travaille. Moi si je peux répondre tout simplement, c'est que... On accepte d'être soumis dans le cadre de notre travail.
il y a des degrés d'acceptation, moi je crois. Je crois que c'est pas binaire, c'est pas oui j'accepte, oui j'accepte. On est soumis à une contrainte. Il y a tout le monde a des niveaux de contrainte. Et c'est à quel niveau on fixe notre acceptation de la contrainte. C'est ça, c'est à quel niveau. Qu'est-ce qui est tolérable et qu'est-ce qui est intolérable. Et tout le monde n'a pas la même limite. Ça c'est sûr. J'avais un reportage sur une femme de ménage, elle faisait le nettoyage dans la salle de bain, elle n'aimait pas prendre l'initiative, elle aime bien d'obéir, quoi. Elle voulait pas. C'était ce statut, c'était normal. Elle voulait pas prendre l'initiative, pas se tromper. Elle acceptait sa soumission, qu'elle trouvait ça normal. Après, parce que c'est une fabrique du consentement culturel aussi. C'est pas une question qu'on peut trancher comme ça. C'est très compliqué. Mais si on parle juste en même temps, on demande de parole là. En fait, c'est juste pour... Enfin, c'est par rapport au système de comment ça s'appelle, les SEL, enfin les systèmes d'échange de services entre personnes, quoi. Enfin, c'est-à-dire on n'est plus dans on va dire de l'objet, le matériel, mais aussi, est-ce que vous avez mis ça en place Alors moi personnellement je l'ai pas mis en place, mais je fais partie d'un SEL, d'un système d'échange local à Metz, qui fonctionne assez petitement, il n'y a pas une grosse vitalité, je trouve. Il n'y a pas beaucoup d'échanges, c'est parce que c'est encore c'est restrictif au niveau de il y a une monnaie symbolique qui est la Quetch. La Quetch. Alors là, c'est pareil, les services sont valorisés, c'est-à-dire on leur attache une valeur. Chacun estime lui-même ce que ça vaut et échange des Quetch. Ouais. Ah oui, c'est pas un service contre un service. Non, c'est pas vraiment du troc, il y a une sorte de monnaie virtuelle et chacun détermine ce que vaut son service en échange. Ouais. Ouais. Ben, moi, j'en suis pas totalement satisfait, c'est difficile. C'est toujours des... Comment on est juste, quoi. C'est pas une petite affaire. C'est des personnes qui s'entendent. Ouais, il faut s'entendre. Voilà. Ça peut être deux choses qui sont pas équivalentes, mais qui conviennent aux deux. C'est un moyen de faire de la diversité au niveau de l'échange. Alors, encore des... Oui, c'est bon. Bah vas-y, commence. Sur l'histoire de la planification, bien sûr il faut quantifier les besoins d'une société. On va clôturer. Il y a plusieurs façons de le faire. Soit on ne prend pas en compte les besoins. Attends, elle parle. Écoute, je n'ai pas entendu, je parle avec Yann et je te prie de m'excuser. D'accord, j'ai beaucoup parlé, je te l'accorde. Mais donc l'histoire de la gestion d'une société pour sa production, elle peut se faire de plusieurs manières. Soit tu as des gens qui décident ce qu'on produit, à quel coût on le produit. Comment on le produit. Soit il y a une planification démocratique, enfin bon, je vais à l'âge, d'accord, où on estime les besoins, on met ça en équation avec les ressources et on produit comme ça. Enfin, je ne comprends pas où est le problème. Mais bien sûr, il faut évaluer les besoins, c'est même déjà la base pour répondre aux besoins des populations. Et après, moi, je vais un tout petit truc. On parle de plusieurs choses, je crois. On parle de relations, enfin, d'épanouissement personnel, de liberté individuelle. Très bien, hein, je trouve que ça va. Après, de relations interindividuelles, des petits groupes. Et puis on parle aussi de toute une société ou de toute l'organisation politique. Voilà. Et je pense qu'il faut on ne peut pas les réfléchir tout à fait de la même façon, même s'il y a des mécanismes qui sont de la même façon, les dominations d'individu à individu, les dominations d'un État sur sa population, et la domination intériorisée qui fait qu'une femme de ménage est contente de mal payer, exploiter, etc. Contente, voilà. Je sais pas, elle accepte. Non, mais c'est l'ironie quand je dis ça. C'est l'intérioration d'une domination, à mon avis. C'est pas. Voilà.
parce que le fait d'être dans une société de consommation, qu'il faut bien avoir de l'argent quelque part pour pouvoir pallier aux besoins et que payer un loyer. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui en sont acceptent des métiers de misère. Excusez-moi. Attends, Sally, attends. Excusez-moi. Rapidement la parole. On va clôturer cette conférence pour que le conférencier puisse un petit peu se reposer, mais par contre, je vous encourage à continuer entre vous, de parler, de débattre. On ne vous vire pas, absolument pas. Hein, vous êtes les bienvenus et l'échange c'est toujours bon, et l'échange de parole encore plus d'ailleurs. Et donc voilà, vous pouvez rester et continuer de communiquer. Je rappelle quand même, oui pardon Thierry, excuse-moi, que la conférence est gratuite, certes, mais les frais du conférencier, et si vous êtes extrêmement généreux, on refile le reste à la cagnotte des vêtements, voilà. Et vous faites comme vous le sentez, il n'y a aucune obligation. Voilà, merci voilà. Merci. Merci à vous, il n'y a pas de conférence sans public.